Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Alors nous sommes dans l'attente, nous sommes dans l'expectative, pour ne pas dire dans le flou. Alors pour faire un point sur la situation militaire et géopolitique, on retrouve depuis Las Vegas aux États-Unis le géopolitologue et écrivain Guy Millière. Bonjour Guy Millière, bonsoir pour nous. Oui, bonjour. Très Alors heureux de vous parler. est-ce que vous pouvez nous décrire synthétiquement, dans un premier temps, la situation militaire actuelle pour Israël sur les différents fronts? Bon, on en compte au moins trois qui sont ouverts, le front de Gaza, le front avec le Liban, le Hezbollah, le front avec l'Iran, sans parler celui du front avec la Syrie également. Est-ce que vous pouvez donc nous dire si la situation est favorable, défavorable, comment vous l'apercevez? Je dirais que la situation est difficile. Si je regarde le front sud, l'essentiel du Hamas a été éliminé. Il reste au maximum 4 brigades qui devraient être dans les souterrains de Rafah. Et je dirais que, hélas, l'armée israélienne n'intervient pas pour mettre fin à la situation à Rafah parce que l'administration Biden fait tout pour que cette intervention à Rafah n'ait pas lieu, parce que cela déjouerait les plans de l'administration Biden, qui voudrait qu'une partie du Hamas puisse être sauvée, qui voudrait une administration palestinienne reposant sur l'autorité palestinienne recomposée avec en son sein une influence du Hamas. Ceci parce que l'administration Biden entend toujours trouver un moyen de s'entendre avec l'Iran. Donc je dirais que la situation au sud peut être décrite en disant que la guerre pour Israël est à 80% gagnée. Mais gagner une guerre à 80%, ça n'est pas suffisant. Il faut que la guerre soit à 100% gagnée. L'objectif d'Israël était de détruire totalement le Hamas en tant que faction militaire à Gaza. J'ajouterai pour cette situation au sud que le fait que l'offensive à Rafah ait été retardée en raison du comportement de l'administration Obama fait Biden, qu'il oui. y a des raisons d'être pessimiste sur le sort des otages. Je dirais que dans les négociations qui ont eu lieu récemment au Caire, le Hamas a dit qu'il ne pouvait pas rassembler 40 otages. Il est censé en rester plus de 130. Et le Hamas dit non, nous ne pouvons pas rassembler plus de 130 otages. À la rigueur, nous pouvons peut-être en rassembler 20. Et donc, pour ce qui concerne les otages, la situation risque de se révéler extrêmement tragique. Pour ce qui concerne le front nord, le Hezbollah continue à tirer en direction d'Israël. Donc la vie pour les gens qui vivent dans le nord d'Israël est invivable. 80 000 personnes au moins ont dû être évacuées et s'installer beaucoup plus au sud pour échapper au bombardement. C'est une situation qui est absolument intenable. Je dirais que le Hamas est donc défait, mais le Hezbollah, lui, n'est pas du tout défait. Le Hezbollah a beaucoup de missiles encore. Le Hezbollah n'est pas passé à l'attaque parce que je pense que le Hezbollah craindrait une riposte massive d'Israël et le Hezbollah est dans une situation relativement fragile dans la mesure où le Liban est dans une situation absolument catastrophique et donc une situation encore plus catastrophique serait négative pour le Hezbollah. Donc Israël a envisagé plusieurs fois de détruire le Hezbollah. L'administration Biden, encore une fois, a interdit à Israël de faire cela, a fait pression pour qu'Israël ne fasse pas cela. Alors Pour il ce reste qui le front iranien maintenant. Comment ça se présente? iranien, et du côté du front iranien, je dirais que Israël voulait mener une riposte immédiate et forte et significative. Je pense une telle riposte serait absolument indispensable pour qu'Israël maintienne sa crédibilité stratégique et son image d'invincibilité. Et je dirais que l'administration Biden dit très clairement faites ce que vous voulez, mais nous ne vous soutiendrons pas si vous attaquez l'Iran. Vous ne bénéficierez pas de moyens américains pour ce faire. Et donc, nous ne nous en mêlerons pas de quelque façon
que ce soit. Donc la situation est très délicate. Comme je viens de le dire, il serait indispensable qu'Israël puisse mettre le Hamas totalement hors d'état de nuire, ce n'est pas le cas. Il serait indispensable qu'Israël puisse mettre le Hezbollah complètement hors d'état de nuire, ce n'est pas le cas. Et il serait indispensable qu'Israël riposte de manière significative pour maintenir sa crédibilité stratégique contre l'Iran. Et Israël hésite à le faire. Et tout cela, tous ces points ramènent, hélas, à la politique de l'administration Biden vis-à-vis d'Israël. On ne cesse de dire dans le contexte francophone, je regardais les informations, que l'administration Biden est une alliée solide d'Israël. Je dirais que ce n'est pas du tout le cas. Alors, il semble quand même qu'il y ait une majorité d'Israéliens, si on en croit les sondages, qui ne seraient pas favorables à cette riposte à l'attaque iranienne, une riposte en tout cas significative, comme vous dites. Peut-être qu'il y a lieu que le cabinet de guerre réfléchisse à l'ensemble de la problématique, pas uniquement de la riposte nécessaire, mais aussi précisément de des alliances malgré tout qu'Israël a nouées avec les pays occidentaux. Oui, c'est effectif que ça pose des questions délicates, mais je dirais que concrètement, si vous regardez la politique de l'administration Biden depuis le 7 octobre, et même avant le 7 octobre, l'administration Biden tient un discours très ambigu vis-à-vis d'Israël. Je dirais que l'administration Biden a renoué fondamentalement avec ce que je pourrais appeler la doctrine Obama pour le Proche-Orient. La doctrine Obama pour le Proche-Orient consistait à tout faire pour installer en position d'hégémonie régionale la République islamique d'Iran et à considérer que Israël devait se retirer derrière les frontières de 1967, qui ne sont pas des frontières, qui sont en fait les lignes d'armistice de 1949. Et donc Israël pourrait survivre à condition d'être derrière les lignes d'armistice de 1949. Et je dirais que tout cela s'est trouvé interrompu pendant les années où Donald Trump a été président. Donald Trump a mené une politique très différente. Donald Trump a décidé d'asphyxier le régime iranien. Le régime iranien dès lors, n'a plus eu les moyens de financer le Hamas, n'a plus eu les moyens de financer le Hezbollah, n'a plus eu les moyens non plus de financer les milices houthis au Yémen. Et autre élément très important, l'administration Trump a décidé de quasiment couper les vivres à l'autorité palestinienne. L'administration Trump a dit à l'autorité palestinienne, renoncer explicitement au terrorisme, cesser de financer le terrorisme, sinon nous ne vous financerons plus. L'administration Biden ayant dit cela, l'autorité palestinienne a répondu et l'autorité palestinienne a dit nous ne ferons rien, nous ne changerons pas notre attitude. Donc l'administration Trump a coupé les vivres à l'autorité palestinienne. Et je dirais que c'est tous ces éléments, plus une rencontre très importante qui a eu lieu en mai 2021 à Riyad, entre Donald Trump et les dirigeants de l'Arabie Saoudite, qui a permis l'avancée vers les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham avaient été la plus grande avancée vers la paix dans la région, la plus grande avancée vers la paix au Proche-Orient. Et je dirais qu'il était prévu, si Trump avait été réélu, que l'Arabie saoudite signe les accords d'Abraham. Et les accords d'Abraham prévoyait, pour ce qui concerne la question palestinienne, de créer une autonomie de zones qui avaient été délimitées en Judée-Samarie et prévoyait l'élimination du Hamas. Biden. Alors, oui, cela dit, l'administration Biden, comme vous dites, Washington a pleinement soutenu Israël lors de cette attaque iranienne, de cette nuit terrible et en même temps un peu cocasse qu'on a pu vivre avec ces missiles annoncés qui ont tous été détruits. Il y a eu véritablement une mobilisation des États-Unis pour empêcher que ces missiles arrivent en Israël.
il y a eu cela, mais je dirais que il y a un reportage très complet du Jerusalem Post qui a été fait, qui montre que l'Iran, la République islamique d'Iran, avait prévenu la Turquie de sa volonté d'agir contre Israël et de mener une attaque contre Israël. La Turquie a informé immédiatement l'administration Biden et l'administration Biden a parlé indirectement par le biais de la Turquie au Mollah, au régime des Mollahs. Et l'administration Biden a dit au régime des Mollahs, ne faites rien contre Israël. Et c'est pour cela qu'à la télévision, Joe Biden a dit don't. Simplement, ne le faites pas. Bon. Ensuite, le régime iranien a fait savoir à l'administration Biden qu'ils agiraient quand même. Et donc l'administration Biden leur a dit, vous décidez d'agir quand même, dites-nous à quel moment vous agirez et agissez d'une manière modérée de façon à ce que l'on puisse vous contrer. Donc il y a une forme d'entente que je trouve personnellement assez honteuse entre l'administration Biden et l'Iran pour que l'Iran puisse répliquer, mais réplique de telle façon que l'armée américaine ait les moyens de déjouer la réplique iranienne. Donc pour l'Iran, d'une certaine manière, l'honneur serait sauf, puisque l'attaque serait réalisée. Pour l'administration Biden, l'attaque aurait été déjouée et l'administration Biden avait ajouté à l'Iran, nous ferons tout pour qu'Israël ne riposte pas. Donc nous sommes dans cette situation et nous sommes dans une situation où de facto l'attitude de l'administration Biden est une attitude d'apaisement vis-à-vis de l'Iran. L'Iran est un régime abominable, l'Iran est un régime qui se donne pour but essentiel la destruction totale d'Israël. On ne peut pas se concerter avec un tel régime à mes yeux. Et j'ajouterai un point qui n'est quasiment jamais énoncé dans le contexte français. L'administration Biden a permis à la République islamique d'Iran de gagner une somme considérable. On évalue cette somme aux États-Unis à 100 milliards de dollars depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Cette somme consiste en des dons directs des États-Unis à la République islamique d'Iran et elle consiste aussi dans la possibilité pour l'Iran de vendre très largement son pétrole sans que les sanctions américaines soient respectées et certaines de ces sanctions Quelle serait la riposte adaptée, selon vous, aujourd'hui, Guy Millière, face à l'Iran, d'Israël? Je dirais que pour ne pas trop froisser l'administration Biden, parce que c'est vrai que cela pourrait s'envenimer, l'administration Biden est très hostile au gouvernement israélien actuel et voudrait le renversement de ce gouvernement. Ce n'est un secret pour personne. Donc la moins mauvaise riposte dans les médias serait de frapper le Hezbollah et de détruire le Hezbollah. Je ne sais pas si c'est ce choix qui sera fait ou si un autre choix sera fait, mais enfin dans le contexte actuel, je pense que ce serait la riposte la plus crédible. Et je voulais ajouter par rapport à ce que je viens de dire sur les 100 milliards de dollars, que sans ces 100 milliards de dollars, l'Iran n'aurait pas eu les moyens d'armer le Hamas. Sans ces milliards de dollars, l'Iran n'aurait pas eu les moyens d'armer le Hezbollah. Sans ces milliards de dollars, l'Iran n'aurait pas eu les moyens d'armer les milices houthis. Donc je dirais que si l'attaque du 7 octobre a pu avoir lieu, c'est en partie parce que l'administration Biden a fermé les yeux et c'est en partie parce que l'administration Biden a permis à l'Iran de gagner beaucoup d'argent. Si le Hezbollah peut tirer sur le nord d'Israël, c'est pour la même raison. Si les milices houthis interdisent quasiment complètement pour le moment la navigation dans la mer Rouge, c'est pour les mêmes raisons. Et si l'attaque contre Israël qui a été déjouée, l'attaque de l'Iran contre Israël qui a été déjouée a pu avoir lieu, c'est en partie grâce à l'argent que l'Iran a obtenu grâce à l'administration Biden. Donc l'administration Biden défend Israël, mais en même temps, elle a donné à l'Iran tous les moyens d'agir négativement contre Israël. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour Israël si Trump était élu en novembre?
il semble que son discours de Trump sur Israël reste quand même assez prudent. Bon, il se contente de dire qu'avec moi tout ça n'aurait pas eu lieu, mais c'est pas toujours forcément très net. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, effectivement, je pense que rien que ce que je viens de dire concernant l'argent reçu par l'Iran, cela ne se serait pas produit sous Trump. Trump avait asphyxié le régime iranien. Il importe de rappeler ce qu'était la situation en janvier 2021. En janvier 2021, le Hamas n'avait pas les moyens d'agir de quelque façon que ce soit. Le Hezbollah n'avait pas les moyens d'agir, les milices houthis n'avaient pas les moyens d'agir, et l'Iran lui-même était en grande difficulté. Donc rien ne se serait passé si Trump avait été toujours président dans les années qui viennent de s'écouler. Et je dirais que si Trump revenait au pouvoir, je pense qu'il reprendrait la politique qui avait été la sienne, c'est-à-dire qu'il se donnerait les moyens d'asphyxier le régime des Mollahs, de façon à ce que le régime des Mollahs n'ait plus les moyens d'armer les diverses organisations terroristes que le régime des Mollahs finance et arme pour le moment. Euh, Donald Trump mènerait aussi une politique très différente vis-à-vis d'Israël. Bien évidemment, Donald Trump n'essaierait pas de déstabiliser ou de renverser le gouvernement en place en Israël actuellement. Il travaillerait en synergie avec ce gouvernement. Il a déjà travaillé en synergie avec Netanyahou dans le passé et cela pourrait reprendre. Je pense que la guerre à Gaza s'achèverait assez rapidement. Je pense que les milices houthis seraient mises hors d'état de nuire rapidement et que la navigation dans la mer Rouge pourrait se rétablir. Je pense que le Hezbollah serait placé assez rapidement au bord de l'effondrement et que donc le calme régional pourrait revenir dans un délai de quelques mois. Je dirais que il y aurait cette possibilité très très concrète et je dirais que en toute logique, les Israéliens devraient souhaiter le retour au pouvoir de Donald Trump pour toutes ces raisons. Guy Millière, quelle est la visée stratégique finalement de l'Iran? Est-ce qu'on peut la décrire? Est-ce qu'on la comprend? Oui, la visée stratégique de l'Iran, c'est de devenir la puissance hégémonique de la région et donc de dominer l'intégralité de la région. Pas simplement les pays qui font partie de ce que l'on appelle l'arc chiite, mais aussi les pays arabes sunnites. Et je dirais que les pays arabes sunnites sont d'ailleurs très inquiets en ce moment des visées de l'Iran. Ce n'est pas un hasard si la Jordanie et l'Arabie saoudite ont contribué à déjouer l'attaque iranienne d'une manière mineure. Néanmoins, la Jordanie et l'Arabie saoudite ont contribué. La Jordanie et l'Arabie saoudite craignent que l'Iran assoie sa mainmise davantage encore sur la région. Si je regarde les choses d'une manière plus large, je dirais que derrière l'Iran, il y a la Chine. Il ne faut pas oublier que l'Iran a passé un accord stratégique avec la Chine quelques semaines après l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Et la Chine, elle, a des visées hégémoniques planétaires. Donc, je dirais que ceux qui, en Europe, pourraient se dire le problème est un problème qui se limite à l'Iran et à Israël, se tromperaient très très lourdement. Je dirais que Israël est perçu, comme le disent les dirigeants iraniens, comme le disent les mollahs, comme le petit Satan. Derrière le petit Satan, il y a le grand Satan, c'est-à-dire les États-Unis. Et derrière les États-Unis, je dis cela parce que des gens se disent ça concerne les États-Unis, mais ça ne nous concerne pas en Europe. Derrière les États-Unis, il y a l'ensemble du monde occidental. Je dirais qu'il ne faut jamais oublier que dans la vision apocalyptique iranienne, il y a une volonté de domination du monde. Et derrière la volonté de domination du monde de l'Iran, il y a la volonté de domination du monde de la Chine. Donc la guerre au Proche-Orient n'est pas simplement une guerre qui se limite au Proche-Orient et un conflit entre Israël et l'Iran. C'est une guerre qui a une dimension planétaire. C'est un fragment d'une guerre entre le monde démocratique, ce que l'on appelait à l'époque de la guerre froide le monde libre, et
des puissances autoritaires et totalitaires. Ces puissances, c'est l'Iran, c'est la Chine, mais c'est aussi la Russie. Il ne faut pas oublier l'accord qu'il y a entre la Russie et la République islamique d'Iran qui fournit des armes à la Russie. Et je dirais qu'il faut se souvenir qu'il y a quelques semaines, une réunion a eu lieu entre l'autorité palestinienne et le Hamas à Moscou pour tenter de mettre en place la future autorité palestinienne. Et il ne faut pas oublier qu'avant l'attaque du 7 octobre, le Hamas s'est rendu 3 fois, les dirigeants de Hamas se sont rendus 3 fois à Moscou. La Russie n'est pas innocente dans cette affaire, elle n'est pas innocente du tout. Alors revenons à la situation sur Gaza maintenant. Est-ce que vous avez le Oui. sentiment que le gouvernement va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire effectivement lancer l'offensive sur Rafah? Et est-ce que les objectifs vont pouvoir être atteints véritablement, selon vous, malgré la réticence américaine? Mais je dirais qu'il faut absolument que Israël fasse cela. Comme l'a dit un membre du gouvernement israélien il y a quelque temps, on ne gagne pas une guerre à 80%, on gagne une guerre à 100%. 80%, on n'a pas gagné. Et si jamais l'offensive à Rafah n'avait pas lieu, cela permettrait au Hamas de dire, regardez, nous avons affronté Israël, pendant 6 mois, et Israël n'a pas réussi à nous vaincre. Donc le Hamas se présenterait comme victorieux et sa popularité, qui est déjà extrêmement importante au sein des populations arabes de la bande de Gaza et de Judée-Samarie, serait encore beaucoup plus élevée. Il n'est pas concevable qu'après les atrocités absolument abominables et indescriptibles commises le 7 octobre 2023, le Hamas puisse en quoi que ce soit se présenter comme vainqueur des hostilités. Il est crucial pour le futur d'Israël qu'Israël puisse mener les opérations jusqu'au bout, malgré l'opposition assez nette de l'administration Biden. L'administration Biden réagit de cette façon parce qu'elle suit la stratégie Obama et aussi parce que Biden a peur de perdre les élections présidentielle et voudrait garder l'électorat arabe musulman d'un État comme le Michigan. Je ne suis pas certain qu'il y parviendra. Dans le Michigan actuellement, quoi que fasse Biden pour modérer l'action d'Israël, on continue à chanter de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, donc on continue à souhaiter l'écrasement total d'Israël, et il y a même des chants morts à l'Amérique. Donc je dirais que cet électorat me semble perdu pour l'administration Biden. Je dirais qu'un grand éditorialiste juif américain, Jonathan Tobin, a publié il y a quelques jours un article dans lequel il dit Israël n'a été respecté que quand Israël est allé jusqu'au bout de ses décisions. Quand Israël a fait des concessions, cela n'a pas valu de meilleurs avis pour Israël. Israël est au contraire paru faible. Israël est dans une région où seuls les rapports de force comptent et Israël doit maintenir un rapport de force qui fait que ses ennemis soient dissuadés d'attaquer Israël. Sans la Mais dissuasion israélienne, sans une dissuasion claire, nette et précise, Israël sera en danger extrême. est-ce que ce n'est pas un risque tout de même de provoquer cette conflagration régionale et peut-être mondiale dont on parle et qui fait peur à tout le monde? Je ne pense pas que cela risque de déboucher sur une conflagration mondiale. Je pense que si Israël réplique vis-à-vis de l'Iran, euh, l'Iran ne déclenchera pas une guerre régionale, ce n'est pas son intérêt. Actuellement, l'Iran essaye de tout faire pour se doter de l'arme atomique et est très près de l'arme atomique. Une guerre surviendrait, le cas échéant, dans un contexte où l'Iran n'aurait pas encore l'arme atomique. Et je dirais que l'armée iranienne telle qu'elle est actuellement n'est pas une armée complètement optimale. Et si je regarde ce qui a été tiré
en direction d'Israël. On peut voir que beaucoup de missiles n'ont pas fonctionné, ont eu des problèmes au démarrage et sont restés sur place. Je dirais que l'armée iranienne est une armée qui a des moyens, mais ça reste l'armée d'un pays en voie de développement. Ce n'est pas une armée moderne comme les armées européennes, ou comme l'armée israélienne, ou comme l'armée américaine. Et Quelle est donc je la, pense que l'Iran ne peut quelle est- pas une guerre régionale. Hmm. Alors, pour revenir à Gaza et pour terminer là-dessus, quelle est la stratégie américaine pour la bande de Gaza, pour la question palestinienne, et aussi quelle est la stratégie israélienne peut-être vis-à-vis de cette même question palestinienne? Ouais, je dirais que la stratégie américaine est très claire. Les États-Unis voudraient que l'Iran devienne la grande puissance régionale. Les États-Unis voudraient que le Hamas soit affaibli mais ne soit pas vaincu. Les États-Unis voudraient que la guerre s'achève par une semi-défaite d'Israël, qui dès lors serait contraint d'accepter la création d'un État palestinien. Cet État palestinien devrait voir le jour en Judée-Samarie et à Gaza. Gaza serait reconstruite et serait reconstruite selon la volonté américaine. C'est pour cela que les États-Unis, d'ailleurs, installent un port flottant au large de Gaza. Ce port flottant est destiné non pas tant à amener de l'aide humanitaire à Gaza qu'à amener les moyens de la reconstruction de la bande de Gaza sans passer par le territoire israélien. Et donc, si les États-Unis parvenaient à leur fin, enfin, si l'administration Biden parvenait à ses fins, Gaza serait reconstruit selon la volonté américaine. Gaza serait gouverné par une autorité palestinienne très largement placée sous l'influence du Hamas et sous l'influence de l'Iran. Et Israël serait poussé à accepter la création d'un État palestinien en Judée-Samarie et à Gaza. Ça, c'est la vision globale de l'administration Biden. Mais il ne faut pas oublier Is- que l'administration Biden n'en a peut-être plus que pour 200 jours Ouais, environ, puisque les élections américaines auront lieu à ce moment-là. La ouais. stratégie israélienne est une stratégie qui correspond à la volonté du peuple israélien. Le peuple israélien n'a plus aucune illusion présentement, sauf peut-être quelques franges de l'extrême gauche, sur la possibilité de parvenir à une solution à deux États. La population israélienne sait parfaitement que les populations arabes de Gaza et de la Judée-Samarie sont des populations qui soutiennent massivement le Hamas. Donc je dirais qu'Israël sait qu'il n'a pas de partenaire pour la paix. Et donc l'objectif du gouvernement Netanyahou est de tenir jusqu'aux élections présidentielles américaines, d'espérer l'élection de Donald Trump et d'espérer à partir de là que les accords d'Abraham puissent reprendre et que l'Iran soit à nouveau asphyxié. Hmm. Alors, pour conclure, peut-être une question générale sur ces événements actuels qui ont démarré avec le 7 octobre. On a l'impression qu'il y a de grands bouleversements stratégiques malgré tout qui sont en cours. Qu'est-ce que les événements actuels ont d'ores et déjà changé, selon vous, pour l'état du monde en général? Est-ce que les lignes ont bougé? Quelles Bah, conclusions vous en tirez? je dirais que d'une manière générale, je raisonne en termes géopolitiques, la plupart de mes analyses sont des analyses géopolitiques, euh, je dirais que depuis 1945, quand les États-Unis ont un président faible, le monde totalitaire, autoritaire avance et des désordres s'installent sur la surface de la planète. Quand les États-Unis ont un président fort, la situation est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les régimes autoritaires et totalitaires hésitent à attaquer ou n'attaquent pas. Ils peuvent même reculer, voire s'effondrer. La paix avance sur la planète, la paix, mais aussi la démocratie et la liberté. Qu'est-ce Les qu'est-ce que années... vous dites à ça? Qu'est-ce que vous dites Oui, à ceux qui disent que l'Amérique finalement est en bout de course, que ça va être l'effondrement du monde occidental, de l'Amérique? C'est la thèse, par exemple, d'Emmanuel Todd récemment. Est-ce que cette thèse est fondée en partie, selon vous? non, cette thèse ne me paraît pas du tout fondée. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant le livre d'Emmanuel Todd, mais ce livre ne me paraît pas du tout sérieux. Emmanuel Todd dit, par exemple,
prendrai pas d'autres exemples, que le protestantisme a disparu aux États-Unis. Ce que je constate avec tristesse, parce que je pense que les valeurs du christianisme sont importantes, c'est que en France, les églises, par exemple, sont très largement vides. Aux États-Unis, tous les dimanches, les églises protestantes de toutes les obédiences sont pleines. Et donc, on n'est pas du tout dans la situation qui est décrite. C'est vrai que la gauche et l'extrême gauche américaine sont influencées et mènent un travail de sape. Nous sommes sous une administration, on ne le dit que bien trop peu dans le contexte français, qui est une administration très destructrice pour les États-Unis. Et donc, des gens déduisent du fait que les États-Unis sont une administration très destructrice, que les États-Unis sont en plein déclin et vont s'effondrer. Je dirais qu'il y a déjà eu des périodes du même type aux États-Unis. Je dirais que si vous reprenez la présidence Carter, qui a été une présidence très faible et très délétère sur beaucoup de plans, on avait ce type de discours extrêmement pessimiste sur le futur des États-Unis. Et qu'est-ce qui a suivi la présidence Carter? La présidence Reagan. La présidence Reagan a redressé économiquement, socialement les États-Unis en 8 années. Et quand Reagan est arrivé au pouvoir, j'étais à Washington à cette époque-là, donc je me souviens de ce discours, Ronald Reagan a dit les pages de l'histoire de l'Union soviétique font partie des pages les plus abominables de l'histoire de l'humanité, mais la dernière page de l'histoire de l'Union soviétique est en train de s'écrire et dans 10 ans, cette page sera tournée. Ce discours a été tenu le 20 janvier 1981 et en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée en raison de la politique menée par Ronald Reagan. Et plus personne à ce moment-là n'a parlé du fait que les États-Unis étaient en bout de course. Donc je dirais Alors que tout de même, oui. oui. Une dernière question, parce que le temps est terminé maintenant, mais je voudrais quand même que vous disiez un mot de votre prochain livre que vous publiez chez Ballant, qui est intitulé Après l'Amérique, point d'interrogation, avec comme sous-titre Pourquoi l'élection présidentielle du 5 novembre 24, donc la prochaine élection, pourrait être la dernière élection démocratique aux États-Unis. Alors, est-ce que ça, c'est pas un signe d'inquiétude pour les États-Unis? Et en tout cas, en avant-première, peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes inquiet sur la démocratie en Amérique? Oui. Je dirais que si vous regardez ce qui se passe, et ça n'est pas dit suffisamment, les procès intentés, les inculpations lancées contre Donald Trump ne reposent sur aucune base solide et sérieuse, et c'est une politisation extrêmement grave de la justice qui est destinée à tout faire pour empêcher le candidat du parti adverse de pouvoir se présenter et d'avoir des chances d'être élu. Vous avez une multitude d'autres manœuvres des démocrates qui sont en cours et je dirais que quand Donald Trump dit qu'il faut sauver la démocratie américaine, je pense qu'il dit quelque chose de tout à fait pertinent. Je vis aux États-Unis depuis une décennie à peu près et je dois dire que je vois à quel point l'administration Biden est en train de détériorer tous les rouages du fonctionnement de la société américaine. Et donc, je dirais que l'élection du 5 novembre prochain sera une élection extrêmement importante. D'un côté, vous avez la possibilité que Donald Trump soit réélu, et dans ce cas-là, je pense qu'un redressement se fera, mais il ne se fera pas facilement. Je crains des risques d'émeutes. Où l'administration Biden sera reconduite et dans ce cas-là, elle parachèvera ce qu'elle essaye de faire, c'est-à-dire marginaliser le parti républicain, changer la population. Il y a maintenant au minimum 9 millions d'immigrants clandestins qui sont rentrés aux États-Unis depuis le début de la présidence de Joe Biden. Et Joe Biden n'a strictement rien fait pour empêcher cette entrée. Au contraire, il a ouvert la frontière sud avec la frontière avec le Mexique. Je vais de temps en temps vers cette frontière. Et il y a des endroits où il n'y a plus rien. Il n'y a plus la moindre barrière pour empêcher l'entrée. Et vous avez des milliers de gens
qui rentrent. Ces gens sont pris en charge par l'administration Biden et l'administration Biden envisage de leur donner la nationalité. Quand vous avez des immigrants de la première génération qui viennent d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, ils votent à 75% à peu près démocrates. Donc vous aurez un changement de population, mais aussi un changement d'électorat. Et je dirais que si jamais l'administration Biden est reconduite, vous aurez une transformation des États-Unis qui fera que le Parti républicain sera durablement minoritaire, que l'économie sera une économie reposant sur un capitalisme de connivence. Vous aurez une destruction très large de l'armée américaine. Ça fait aussi partie des choses dont on ne parle pas dans le contexte francophone, mais vous avez un déficit de recrutement très très fort dans l'armée américaine qui atteint à peu près 25% en ce moment, c'est-à-dire que le recrutement est plus bas de 25% par rapport aux anticipations. Mais ceci pour des raisons très simples. Si vous regardez la télévision américaine, on va vous dire, si vous rentrez dans l'armée américaine et que vous voulez changer de sexe, on vous permettra de changer de sexe, ce sera pris en charge. Il y a une éducation à la transsexualité, etc., qui se fait au sein de l'armée. Une armée est destinée à défendre un pays, elle n'est pas destinée à pousser les gens à changer de sexe ou à être ouverts à la transsexualité. Et donc il y a une destruction des valeurs. Cette destruction est très avancée au sein de l'université. Ma fille, la plus jeune, est à l'université ici, et quand je lis ses cours d'histoire, je vois de l'incitation à la haine du monde occidental et des États-Unis. Et donc les États-Unis ont été mis depuis l'administration Obama sur une très mauvaise pente. Donald Trump, pendant 4 ans, a commencé à redresser cela. Et je ne comprends pas d'ailleurs que dans le contexte occidental, il y ait actuellement une telle amnésie. Sous Donald Trump, il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Sous Donald Trump, il n'y avait pas la guerre au Proche-Orient. Sous Donald Trump, la mer Rouge n'était pas bloquée. Sous Donald Trump, l'Iran, le régime des Mollahs, était asphyxié, donc il ne pouvait pas se permettre de financer le terrorisme. Je pourrais rallonger la liste. Sous Donald Trump, il y avait les accords d'Abraham qui avaient été la plus grande avancée vers la paix au Proche-Orient depuis 7 décennies. Et donc tout cela s'est apporté au bilan de Donald Trump. Et depuis, l'administration Biden va de catastrophe en catastrophe. C'est ce on retrouvera dans le livre. On retrouvera tout ça dans votre livre qui paraîtra le mois prochain. Donc, Guy Billière, Après l'Amérique, pourquoi l'élection présidentielle prochaine pourrait être la dernière élection démocratique aux États-Unis. Merci infiniment pour vos éclaircissements, vos commentaires sur la situation. Et puis, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.